Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie G du DS6, on étudie un circuit électrique en régime transitoire, donc vous le voyez le circuit. Ce montage a été proposé au concours, alors ce concours n'existe plus, c'était les petites mines qu'on passait en fin de première année, donc c'est vraiment abordable dès la première année, ce genre d'exercice. Les trois premières questions de l'énoncé, c'est les conditions initiales en 0-, en 0+, et enfin ce qui se passe au bout d'un temps très long. À la question 4, on attaque l'équation différentielle. Donc là, on va faire un petit peu de calcul. Et on la résout dans la foulée et on va tracer la courbe. Donc, commençons la résolution. Alors, je vais faire les questions 1, 2 et 3 les unes à la suite des autres. Donc, au niveau de la présentation, ce que je vais faire, c'est je vais faire un tableau assez grand où je vais mettre toutes les grandeurs, I, I1, I2, U, ainsi que je vais rajouter une tension, la tension V qui est ici, enfin j'appelle V. Alors V sera égal à U dès que l'interrupteur est fermé, mais quand l'interrupteur est ouvert, V il est différent de U. Donc et évidemment ce tableau je vais le compléter au fur et à mesure et ça devrait répondre à toutes les questions. Voilà, j'ai fait le tableau, je l'ai fait assez grand parce que je vais certainement mettre des justifications à l'intérieur. Donc je prends un petit peu de place. J'ai également prévu 3 emplacements où je vais représenter le schéma à t égale 0-. On est en régime permanent parce que ça fait longtemps que le montage il est alimenté. Je vais prendre ensuite t positif. Donc là j'ai juste fermé l'interrupteur et pour t égale l'infini on est de nouveau en régime permanent. Donc je vais reproduire le montage. Ça prend un petit peu de temps de faire ça, mais c'est clairement pas inutile pour appuyer votre raisonnement. Donc en t égale 0-, en fait je suis déjà en régime permanent, ça veut dire que ça fait très longtemps que le montage il est alimenté. Donc vous avez la résistance R qui est ici. Et on sait que en régime permanent, un condensateur c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc je peux le marquer ici. Un condensateur c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc là je l'ai mis en œuvre. La branche qui se trouve ici, elle n'est pas alimentée, donc je ne vais pas la représenter. Bon, si je vais la représenter, ça va être plus simple pour la compréhension du corrigé. Donc cette résistance, elle sert à rien, hein. Enfin, à t égale 0-, parce que l'interrupteur il est ouvert. Et si vous avez I qui circule, I1 et I2. Et tout ça c'est en 0-. C'est important. AT positif, bon voilà, en fait je vais reproduire le montage, tout simplement. Et je vais juste fermer l'interrupteur. C'est la seule chose qui se passe. Donc c'est le schéma qui est proposé par l'énoncé. Mais cette fois-ci, le courant, il peut passer. Donc l'interrupteur K, qui est ici, il est fermé. Vous avez la résistance R sur 2. Vous avez le condensateur ici. Là, on ferme le circuit. I, U, I1 et I2. Ça c'est I2. Et là on a I1.
Voilà, donc là c'est montage à T positif. Et enfin, en régime permanent, ben, on va de nouveau réutiliser le résultat. Un condensateur, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Et donc ça donne le circuit, ben, je refais le circuit, en fait il ressemble au circuit, au premier circuit, sauf que cette fois-ci l'interrupteur il est fermé. Donc là on a la résistance grand R, on a une dérivation, donc cette fois-ci il y a du courant qui passe dans la résistance R sur 2. Par contre le condensateur, lui, je vais le remplacer par un interrupteur ouvert. Et je ferme le circuit. Donc là on a I1 et I2. Et toujours la tension U qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est important d'avoir pris le temps de refaire les schémas. Vous voyez les schémas, je les fais à main levée, donc évidemment c'est un petit peu des traits de travers, mais c'est pas grave, franchement c'est pas du tout important, parce que ça va au contraire, même si les traits sont un peu tordus, ça va aider à la compréhension et ça va aussi vous aider vous pendant la résolution. Donc à t égale 0 moins, si on regarde, clairement I2 est nul. Ça vaut clairement 0. Et la justification, c'est le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Comme un interrupteur ouvert. Et je suis en régime permanent, mais ça c'est déjà écrit au niveau du schéma. Ça veut dire que, et ce qu'on peut dire également de I1, bah ça vaut 0, bah parce que, bon voilà, c'est évident, l'interrupteur il est ouvert. L'interrupteur K est ouvert. L'interrupteur K est ouvert. Nécessairement, I ça vaut également 0. Pourquoi? Bah parce que on a la loi des nœuds. Hein, I c'est égal à I1 plus I2. C'est la loi des nœuds. Donc j'essaye de justifier au maximum chaque résultat que j'obtiens. Si I est... Alors j'aurais pu... Je vais rajouter une colonne. Cette tension, je vais l'appeler W. Donc je vais rajouter une colonne qui va me permettre de connaître la résistance, enfin la tension aux bandes de la résistance R. Donc j'en ai besoin pour le raisonnement. Voilà, je reprends. Comme I est nul, donc j'en déduis que W vaut également 0. Parce que ben, on a l'allodome, on a W qui vaut RI. Donc c'est l'allodome. Et comme I en t égale 0 moins est nul, ben W est nul. Et j'en déduis donc que U ça vaut grand E parce qu'on a la loi des mailles. Si vous regardez, si je fais la loi des mailles, c'est E moins W moins U que j'ai pas représenté. Ça vaut 0. Donc l'argument c'est loi des mailles. Donc pour déterminer l'état du système à 0-, j'ai quand même invoqué une loi des nœuds, une loi des mailles, une loi d'Ohm et le comportement du condensateur en régime permanent. W moins U égale à 0.
Voilà, donc j'ai déterminé l'état initial enfin, avant la fermeture de l'interrupteur, et maintenant il faut que je passe en 0+. Alors ce que je peux tout de suite indiquer, c'est que ici vous avez je vais mettre voilà, en bleu. Je ne peux affirmer que la continuité de la tension au bord du condensateur. C'est-à-dire que pour passer de 0+ à 0-, je n'ai pas le droit. Je vais mettre une sorte de muraille. Et je vais la doubler même. Comme ça veut vraiment dire que j'ai pas le droit d'affirmer que I2 est continu. Je n'ai pas le droit, pareil pour I1, pareil pour U, pareil pour W. J'ai pas de loi sous la main qui me permette d'affirmer ça. En revanche, je sais que quand j'ai un condensateur, la tension à ces bornes, elle est continue. Et donc, de fait, j'ai le droit de dire que la tension ici, ça vaut E. Et donc l'argument, c'est la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur. Aux bornes d'un condensateur. Alors une fois qu'on a réussi à trouver U, et ben en fait on connaît W grâce à la loi d'Émaille. Donc W, je vais écrire directement le résultat, ça vaut 0. Pourquoi? Ben parce qu'on a toujours la loi d'Émaille. E égale moins W moins U égale à 0. Donc cette relation, elle est vraie tout le temps. Elle est vraie tout le temps, donc elle est aussi vraie en 0+. Et donc si je regarde en 0+, et ben si U en 0+ vaut E, ben c'est marqué. Je vais prélever la valeur dans le tableau. J'en déduis que W en 0+, ça vaut 0. Mais si W en 0+, ça vaut 0, ben I en 0+ est nul également, d'après la loi d'Ohm. Donc ici, ça vaut 0. Et la justification, c'est loi d'Ohm. W égale RI. Cette relation est vraie quel que soit T. Donc c'est, alors ça je l'écris pas. Oui, je peux le mettre ici, quel que soit T. Donc c'est des relations que je vais écrire quand je vais établir l'équation différentielle. Du coup, W est nul, I est nul. Si I est nul, donc je complète petit à petit le tableau, ça veut dire que I1 et I2, leur somme fait 0. Leur somme fait 0. Et je sais que la tension que j'ai appelée V, il me semble, oui, je lui ai donné un nom. Cette tension-là s'appelle V. Et bien elle vaut U, hein, d'après la loi d'Émaille. Et la tension vaut grand E. Donc ici on a donc si je regarde ici, on a V qui vaut R sur 2 I1. Et donc V ça vaut U. Donc je vais écrire le résultat directement. Ça vaut 2E sur R, c'est sauf erreur. Et la justification, c'est que U en 0+, c'est égal à V en 0+, et ça vaut R sur 2 I1 en 0+. C'est bien I1, voilà, c'est I1 en 0+.
Donc là, j'ai invoqué une loi d'Ohm. Et ici, une loi d'émail. Et évidemment, U en 0+, c'est marqué dans le tableau, ça vaut grand E. Et donc j'ai le résultat 2E sur grand R. Et je sais que I1 plus I2, ça fait 0, donc ici on a moins 2E sur grand R. Et ça, j'invoque une loi des nœuds, qui est vraie à tout instant. Hein. I c'est égal à I1 plus I2. Donc c'est à tout instant. Ce qui fait que I, ça vaut 0 en 0+. Donc I1 en 0+, plus I2 en 0+, ça vaut 0. D'où le résultat. Donc au niveau de la justification, c'est vrai que je pourrais détailler un petit peu plus. Bon, je trouve que sous forme de tableau, c'est quand même pas mal. Parce que ça permet de, déjà, dès qu'on a un résultat, de l'avoir sous la main. Et puis au niveau de la rédaction, je trouve que c'est un petit peu plus lisible, puisque pour chaque résultat, la justification est dans la case. Alors, il faut imaginer que sinon, il faudrait que je rédige chacune de ces résultats, et ça commencerait à prendre de la place. Au niveau de la rédaction, je trouve que cette façon de procéder est quand même pas mal. J'ai quasiment fini là pour... donc ça c'est la question 1. Ici. Question 2, bah, j'ai fini. Et maintenant j'attaque la question 3. Donc le montage en infini, donc c'est cette fois-ci le condensateur se comporte à nouveau comme un interrupteur ouvert, donc je peux affirmer que I2 ça vaut 0. Donc je vais faire un copier-coller. Alors ça c'est un gros avantage que j'ai en utilisant l'outil informatique. Je vais simplement recopier la justification. Donc I2 vaut 0. On peut passer donc I égale I1. Et on voit qu'en appliquant une loi d'émail, on a en fait I ça vaut E sur la somme des résistances. Donc ça vaut grand E. Je donne le résultat. Donc ça fait 2E sur 3R. Alors comment je justifie ça? Donc là j'invoque trois résultats. Loi d'émail. Deux lois d'Ohm. Donc E égale R I en 0 plus, en infini, pardon. Donc je l'écris dans le cas général. Plus R, donc c'est I, R sur 2, I1. Je vais regarder le schéma. Donc je suis dans la maille qui se trouve ici. Je pars du point qui se trouve ici. Grand E, moins RI. Et je parcours la branche qui se trouve à gauche, moins R sur 2 I1. Je regarde. E, alors le moins RI, en fait, je l'ai passé tout de suite de l'autre côté de l'égalité. Pareil pour le R sur 2, I1. Et on a I en 0 plus qui vaut I2, I1 en 0 plus. Donc j'invoque aussi une loi des nœuds. Donc c'est... Donc loi des nœuds, ça me dit que I en 0 plus, c'est I1
plus I2. Donc forcément, j'en déduis que I1 en 0 plus, c'est égal à I en 0 plus. Parce que c'est dans le tableau I2 en 0 plus. I2 c'est la troisième colonne, en 0 plus ça vaut 0. Ça vaut 0. Donc si on remet tout ça ensemble, si je vous dis que I1, les relations ici c'est aussi quel que soit t, la loi des nœuds. Donc si je vous dis que I1 c'est égal à I en 0 plus, que je vous dis que E c'est égal à RI plus R sur 2 I1, enfin vous avez le résultat. Et je sais que on a 2E sur R. Donc la justification va aller déjà donner, hein, car I1, enfin I en 0 plus égale I1 en 0 plus. J'en déduis alors la tension aux bornes du condensateur. En fait, c'est égal à V. Mais ça tombe bien, puisque V, je le connais. Si vous regardez le schéma ici, V, c'est R sur 2 fois I1. Mais I1, je le connais. Donc, je vais simplement écrire que U c'est égal à V. Et c'est égal à R sur 2 I1. Cette relation, elle est vraie, quel que soit T. Je l'applique lorsque I1 en l'infini, et I1 en l'infini, je regarde le tableau, I1 c'est la deuxième colonne. I1 ça vaut 2E sur R, donc je remplace, ça fait E sur 3. Voilà, et donc, alors W n'était pas demandé, donc du coup je le calcule pas. Bon, après tout, ça vaut 2E sur 3, je vous laisse vous convaincre de ça. Enfin, il suffit d'écrire que W ça vaut RI. Je le fais jusqu'au bout, sachant que c'était pas demandé. Donc si vous ne répondez pas à cette question-là, donc c'est quel que soit T, et c'est une loi d'Ohm. Ici j'ai invoqué une loi d'Ohm. Et là, ici, c'est une loi d'émail. Voilà, donc j'ai... Bon, finalement, les questions comme ça, où on demande de déterminer un état initial, un état final, c'est des questions que je trouve difficiles. Franchement, c'est des questions difficiles. Je vais faire un petit tableau récapitulatif pour de l'ensemble des résultats, ce qui n'est absolument pas nécessaire le jour du concours. Hein. Le jour du concours, les résultats ils sont dans le tableau, vous avez répondu à toutes les questions. Moi je vais le faire juste pour des raisons de présentation. Voilà, j'ai un petit tableau résumé. Je me rends compte que j'avais oublié le facteur 3 ici. Voilà, que j'ai rajouté. Donc je vais pouvoir enfin établir l'équation différentielle. Je répète, les questions 1, 2, 3, je trouve que c'est des questions qui sont quand même assez difficiles. Les conditions initiales, finales, c'est pas évident. Voilà, on attaque la question 4. Ça va être beaucoup plus simple parce que la question 4, on va simplement écrire les lois et faire des petits calculs. Donc le schéma, je vais le reproduire rapidement. Donc vous avez toujours la tension E qui s'applique ici. Ensuite une résistance grand R. J'avais appelé cette tension W. Ensuite on a une dérivation, la résistance R sur 2.
à droite le condensateur. Je récupère les courants et je ferme le circuit. Donc la tension U, elle est ici. L'interrupteur K, bon bah il est fermé. Hein. Ici j'ai I, I1, I2. Cette tension, je l'ai appelée V, mais bon, vous vous doutez que V et U, en fait, c'est la même chose, puisque les deux composants sont reliés, ont leurs bornes qui sont reliées. J'ai tout nommé. Donc je vais écrire toutes les lois que je connais, en fait. Donc je vais commencer par les lois d'Ohm. Donc on a W qui vaut RI. On a V qui vaut R sur 2 I1. Loi pour le condensateur. Donc j'ai envie de dire, réfléchissez pas trop. Vous voyez un composant, vous écrivez la loi qui lui correspond. Donc le condensateur, le courant qui circule dedans a une intensité I2, donc c'est I2 égale C D2U sur D2T, une loi des nœuds, I égale I1 plus I2, loi des mailles, E égale, alors il y en a deux des lois des mailles, E égale, enfin E moins W moins U égale 0, et une deuxième loi des mailles, donc finalement je vais la mettre ici, et une deuxième loi des mailles, c'est U égale V. Enfin, U moins V égale à 0. Allez, on va mettre rassembler l'ensemble des équations. Il me semble que j'ai écrit tout ce que je pouvais écrire, donc je vais rassembler les équations et je vais isoler toutes les variables, enfin je vais éliminer toutes les variables, sauf celles qui m'intéressent. Je veux une équation différentielle en U, donc il faudra que je me débarrasse de toutes les autres variables, I1, I2, V et ainsi que W. Donc on a le système suivant. Donc je vais recopier les équations. Donc W égale RI, V égale R sur 2 I1, c'est bien ça. I2 C D2U sur D2T, I égale I1 plus I2, E égale W plus V, et enfin U égale V. Donc je vais éliminer progressivement les variables qui m'embêtent. Donc je vais commencer par V qui est là. Donc c'est un jeu au plus simple, hein, évidemment. Donc je recopie le système. Donc W égale RI. V en fait c'est U. Donc c'est R sur 2 I1. I2 c'est C D2U sur D2T. I égale I1 plus I2. Donc ces équations je les recopie bêtement. Et E égale W plus U. Et chaque fois que je vois V, ben là je le remplace par U. Je peux me débarrasser maintenant de... qu'est-ce qui est le plus intéressant ben, je peux faire W, tiens. Donc le choix de l'ordre dans lequel on se débarrasse des variables n'est pas très important dans ce cas. Alors il arrive parfois, quand on fait des équations différentielles, qu'on arrive à une impasse. Dans ce cas, on revient un petit peu en arrière et on élimine une autre variable. Mais là, ça va aller tout seul.
Donc je recopie, U égale R sur 2, I1, I2 ça vaut C D2U sur D2T, I ça vaut I1 plus I2, E ça vaut W, c'est-à-dire RI plus U. Donc maintenant je vais me débarrasser d'une autre, je vais me débarrasser de I avec la loi d'Henry. Donc ça fait U égale R sur 2 I1, I2 ça vaut C D2U sur D2T, donc, et E ça vaut R I1 plus R I2. Allez, je me débarrasse de I2. Bon, c'est un petit... Franchement, ça ne présente aucune difficulté. Si vous pouvez malheureusement faire une erreur de calcul ou de recopie, ça arrive, puisqu'on n'arrête pas de recopier des équations. Donc il arrive parfois que on la recopie mal. Donc c'est RI1 plus RC D2U sur D2T. Là on n'a plus le choix. Je me débarrasse de I1 allez, avec cette équation là. Et ça me donne le E égale R fois I1, donc c'est 2U sur grand R. C'est bien ça. Plus RC D2U sur D2T. Je mets ça sous forme, je l'arrange un petit peu, donc déjà je remarque que ça simplifie ici, et je vais mettre ça sous forme canonique, donc c'est D2U sur D2T, donc j'ai tout divisé par RC, plus U sur RC, enfin 2U sur RC, est égal à E sur RC. Et ça, je peux le mettre sous cette forme-là, D2U sur D2T plus U sur taux égale U infini sur taux, avec taux qui vaut RC sur 2 et U infini qui vaut, sauf erreur, je me rends compte que j'ai fait une erreur de calcul. Donc la méthode, allez, on va dire qu'elle est bonne. J'ai oublié le plus U ici. Donc je reprends mon calcul. Donc si j'ai oublié le plus U ici, je le récupère ici. Ici. Donc c'est ce que je vous disais, la méthode elle est toute simple. Mais elle présente quand même ce défaut-là, c'est que des fois on oublie un terme. Du coup, c'est pas 2U, c'est 3U ici. Alors, comment je me suis rendu compte de mon erreur? C'est parce que le U infini n'avait pas la bonne valeur. Là, par contre, c'est bon. C'est E sur 3. Donc, j'encadre le résultat. Vous remplacez et vous allez remarquer que ça marche. Que ça marche. Taux égal RC sur 3. Du coup, non, ça c'est pas bon. C'est RC sur 3. On peut le vérifier. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut le vérifier. D2U sur D2T plus U RC sur 3, c'est égal à E sur 3 sur RC sur 3. Et donc ça c'est égal à E sur RC. Et donc vous constatez que
que je retrouve bien l'équation différentielle de départ. Donc j'ai bien posé mes taux et u infini, et je vais pouvoir résoudre l'équation différentielle. Donc on applique la méthode habituelle, solution sans second membre. Une fois que j'ai fait ça, je vais écrire la solution particulière. Puis je vais écrire la solution générale, utiliser les conditions initiales, et puis j'aurai le résultat. Donc la solution sans second membre, comme c'est un premier ordre, c'est comme ça. La solution particulière, u infini, convient. Donc ça, vous le réinjectez dans l'équation différentielle, et vous voyez que ça marche tout de suite. Hein, quand on a un second membre qui est constant, c'est très facile. La solution générale, c'est la somme des deux. Donc c'est a exponentielle moins t sur tau plus e sur 3. Et enfin, les conditions initiales, c'est u de 0, ça vaut quoi? Ça vaut grand E. Donc là, il faut se référer au résultat de la question 2. Mais ça vaut aussi a exponentielle de 0 plus e sur 3. Et j'en déduis alors que a, ça vaut 2e sur 3, sauf erreur, par différence. Et j'ai donc ma solution, u de t, lorsque t est positif, c'est, je peux mettre e en facteur, 2 exponentielle moins t sur tau plus 1. Voilà, donc j'ai mon résultat. On encadre et on va tracer maintenant la courbe. Donc là j'ai la place. Je vérifie que j'ai donc déterminé l'équation différentielle vérifiée par u de t ainsi que la solution. Donc ça c'est fait. On trace l'allure de u de t. Donc on se donne des axes. Et on va tracer la courbe. Donc, absolument, enfin très classique, hein, comme donc je me donne des axes, je nomme les axes, je gradue ces axes. Ici on a eu en fonction du temps. Pour la graduation, bah, je dis que taux se trouve ici. Là je mets E. E sur 3 c'est à peu près ici. Donc je sais que E sur 3 c'est l'asymptote infini. Donc je peux déjà placer cette courbe. L'asymptote infini. Je sais également que la courbe elle démarre ici en u égale E. Avant, je sais que u était à E et donc ça fait une constante. Je place le temps caractéristique au niveau de l'asymptote infini. Donc j'ai prélevé le temps caractéristique et je vais placer au niveau de l'asymptote infini. Donc ça me fait ce point-là, ici. Je trace la tangente à l'origine. Je vais tracer en bleu. Non, allez. En vert. Évidemment, la couleur n'est pas importante du tout. Donc ça, c'est la tangente à l'origine. Je sais que la courbe à t égale tau, elle va passer à peu près par ce point-là. À t égale tau, donc ici,
je sais que j'aurai parcouru à peu près 2/3 du chemin entre U égale E et U égale E sur 3. Et là, je peux tracer la courbe. Donc j'essaye de tracer au mieux. Voilà, donc j'ai tracé la courbe, il y a tout ce qu'il faut sur le graphique, les axes sont nommés, sont gradués, j'ai fait apparaître la tangente à l'origine, la symptote infinie, donc il y a tout ce qu'il faut. Hein, alors si le tracé n'est pas parfait, c'est absolument pas grave, hein, puisque tous les éléments importants y sont. J'ai répondu à toutes les questions de cette partie. La difficulté, je trouve, était dans les conditions initiales. Attention aux erreurs de calcul, hein, puisque c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Par contre, je m'en suis rendu compte, ça c'est important. Hein, donc des erreurs de calcul, vous en ferez. Et ce qui est important, c'est de vous apercevoir que vous avez fait une erreur de calcul. Et je m'en suis aperçu, en fait, ici. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, je trouvais un U infini qui valait E sur 2. Or, ça ne collait pas avec ce que j'avais trouvé avant. Donc dans ce cas-là, pas de panique. Hein, j'ai bien détaillé les calculs. Alors, remarquez, donc je répète, j'ai bien détaillé les calculs. Ce qui fait que quand vous détaillez bien les calculs, c'est plus facile de trouver votre erreur. Hein, à chaque étape, j'ai fait un seul truc et un seul. Ce qui fait que s'il y a une erreur de calcul, elle va être normalement plus facile à trouver. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette partie, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.